Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière puisque cette fois-ci on va faire un focus sur un éditeur que j'aime beaucoup et plus particulièrement sur un synthétiseur de cet éditeur. Ce synthé c'est le TAL Uno LX en français. Donc le TAL Uno LX est une réplique ou une version software du Juno 60. Vous voyez, LX ça veut dire 60 en chiffres romains. Le Uno LX propose 12 voix de polyphonie. Voilà, donc l'éditeur s'appelle Togut Audio Line. C'est un éditeur qui est présent depuis un petit bout de temps et qui avait fait parler de lui notamment avec une version gratuite de synthé, le TAL Uno, voilà, qui est une version un petit peu allégée et gratuite, qui a été utilisée par beaucoup de gens, qui a conquis beaucoup de stations audio numériques de travail. Alors, je vous ai concocté quelques presets gratuits, hein, d'ailleurs. Il y en a 14, vous voyez, ils sont là. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, on va détailler l'interface comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va partir de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Alors, tout en haut à gauche, on va trouver le nom du software. Quand on clique dessus, on n'a pas de menu qui s'ouvre ou de page About. Juste après, on trouve un petit bouton MPE qui permet d'activer la fonction pour les claviers MPE. Après, on va trouver un petit menu déroulant avec une flèche à gauche et une flèche à droite. Quand on clique sur la flèche à gauche, on voit qu'on peut naviguer a priori dans les presets. Pareil pour la petite flèche à droite. Et quand je clique sur la barre centrale, on ouvre un menu déroulant. Donc, on va pouvoir sauvegarder un preset. Par exemple, on va créer ses propres dossiers comme moi ici avec Audiorial où j'ai mis mes presets. On peut charger un preset également, hein, donc même principe, une fenêtre s'ouvre, on sélectionne la banque et puis le preset qui nous intéresse. On peut faire des réglages de micro-tuning. On peut changer l'emplacement des presets si on le souhaite. On a quelques paramètres MIDI dont on peut activer ou désactiver l'utilisation ici. On va pouvoir également contrôler le TAL Uno LX avec un contrôleur physique qui s'appelle le SFC60. Donc on va pouvoir activer cette fonction si on est l'europossesseur de ce contrôleur. Ensuite, on va pouvoir ouvrir eh bien, le dossier des presets si on le souhaite. On peut restaurer la taille originale du plugin avec un seul bouton, on n'a pas besoin d'aller utiliser la tirette comme je vais vous montrer. Là, on a reconfiguré le plugin dans sa taille originale, et puis si on veut l'agrandir, on va utiliser cette petite tirette ici, et vous voyez, c'est très fluide, ça marche très bien. Et ça nous permet de pouvoir travailler loin de l'écran sans trop de problèmes. Ensuite, on va trouver nos presets. Alors moi, j'ai créé un preset qui s'appelle Startup, qui me permet de démarrer une synthèse de base. Ensuite, on va naviguer dans les différentes banques de presets et les différents presets également. Ok, donc on n'est pas obligé de les ouvrir avec Load Preset ici. On peut tout à fait sélectionner les presets via ce menu déroulant ou encore une fois, si on a la patience, les faire tous défiler un par un via les flèches de gauche et les flèches de droite. Alors après, on va trouver une fonction pour faire de l'accordage des 6 premières voix. Fonction MIDI Learn, très simple à mettre en place. Je clique sur MIDI Learn, je vais tirer la tirette que je souhaite contrôler en MIDI et là physiquement je suis en train de tourner mon contrôleur et voyez ce qui se passe, je contrôle ça facilement. Il ne faut pas oublier de désengager le MIDI Learn. MIDI Clear pour effacer les affectations de MIDI Learn. Alors le dernier bouton de la barre de menu ici qui s'appelle MIDI Lock va me permettre de conserver les réglages d'assignation MIDI qu'on aura fait avec MIDI Learn et de changer de preset. Voilà. Donc on va pouvoir changer de preset et conserver quand même nos assignations MIDI. C'est fort pratique. Juste en dessous de ça et tout à fait à gauche, on va trouver la section DCO. Donc c'est un oscillateur qui est contrôlé numériquement. Et effectivement, sur la version hardware, physique, on a un seul DCO. Et donc on retrouve ce DCO ici à l'identique sur la version software de Togut Audio Live. Alors tout à fait à gauche, on va pouvoir utiliser le LFO pour moduler la hauteur de notre pitch. Donc ça va donner ça par exemple. Alors on va prendre un preset de base pour que ce soit plus clair. Voilà, juste après ça, on va pouvoir contrôler la largeur d'impulsion de la forme d'onde impulsion. Donc là, je suis en train de tourner la molette de ma souris, vous voyez. Et voilà. Alors, juste après ça, on a un switch à 3 positions. Ce switch nous permet de gérer la modulation de la largeur d'impulsion. Alors, quand il est positionné en bas, c'est l'enveloppe ici qui va véritablement moduler la largeur d'impulsion de la forme carrée. Alors, attendez, on va se mettre là, ce sera plus évident pour tout le monde. On reviendra là-dessus après. Voilà. Donc la position centrale manuelle nous permet de régler manuellement et à une valeur fixe la largeur d'impulsion, comme ça par exemple.
Donc là, on n'a aucun modulateur. Et la position la plus haute nous permet d'utiliser le LFO comme modulateur pour la largeur d'impulsion. Voilà. Alors juste à côté de ça, on va trouver le sélecteur de forme d'onde pour notre DCO. Alors comme à l'accoutumée sur les synthés de cette époque et de ce fabricant originel, c'est-à-dire Roland, on peut additionner les formes d'onde. Il y a certains synthés qui proposent même de pouvoir les mixer, mais voilà, c'est déjà pas mal d'utiliser plusieurs formes d'onde sur un seul oscillateur. Pas tous les synthés proposent ça, et moi je trouve que c'est vachement bien. Ce qu'il faut savoir sur la largeur d'impulsion ici, c'est que quand la position de la tirette est tout en bas, on a une véritable forme d'onde carrée. Voilà, et au plus on va utiliser la tirette vers le haut, au plus on va réduire la largeur d'impulsion pour obtenir quelque chose de très très fin. Comme ça, voilà. Donc je le disais ici, on sélectionne la forme d'onde de notre DCO. La première forme d'onde, on l'a vu, c'est une forme d'onde d'impulsion. La seconde est une dent de scie montante, donc idéale pour faire des basses. Juste à côté de ça, le troisième bouton qui est légèrement orangé nous permet d'ajouter un sub-oscillateur. Donc là, c'est une forme d'onde carrée dont on ne pourra pas modifier la largeur d'impulsion. En revanche, on va pouvoir en gérer le niveau, à la différence effectivement des deux autres formes d'onde dont on ne pourra pas gérer les niveaux. Juste à côté de ça, on l'a vu à l'instant, la petite tirette qui permet de gérer le niveau du sub-oscillateur. Voilà, donc le sub-oscillateur, je ne l'ai pas dit, mais il est à une octave en dessous. Alors, juste après, on trouve un bouton pour ajouter du bruit à notre signal. Alors juste après, on va trouver la section HPF qui est finalement réduite à l'essentiel. Hein. Donc un filtre coupe-bas ici. Voilà, alors très utile pour venir enlever un peu de gras dans notre signal, hein, si on le souhaite. La section qui se trouve juste à droite, ça va être la section VCF, donc un low pass. La première tirette ici, c'est donc le réglage de fréquence de coupure de notre filtre. Voilà, juste après ça, on va trouver la résonance, donc le filtre peut auto-osciller. Voilà, alors ensuite on va trouver un inverseur d'enveloppe pour venir moduler justement la fréquence de coupure de ce filtre. Donc effectivement, soit on utilise l'enveloppe telle qu'elle est configurée ici, soit on va utiliser une image inversée de cette enveloppe configurée ici. Voilà, et effectivement, juste à côté, on trouve la petite tirette qui va nous permettre de doser justement l'envoi de l'enveloppe dans la coupure de notre filtre. Donc le filtre est quand même très très fidèle à ce que j'ai en tête. On retrouve quand même des timbres qui sont très caractéristiques. Hein. Juste à côté de ça, on va trouver une tirette de modulation. En réalité, il s'agit de régler la puissance de modulation pour, encore une fois, moduler la coupure de notre filtre. Voilà, et c'est essentiellement le LFO hein, qui va servir de modulateur. Et donc cette tirette nous permet de gérer la profondeur de cette modulation. Et puis après ça, ça va être le suivi de clavier. Autrement dit, au plus je vais jouer aigu, au plus le filtre sera ouvert, et au plus je vais jouer grave, et au plus le filtre sera fermé. Voilà. Alors après ça, on va trouver la section VCA, qui est assez simple. Hein. Finalement, on a un switch à deux positions. Alors la position la plus haute nous permet d'utiliser l'enveloppe pour le VCA. La position la plus basse nous permet d'utiliser le signal de gate pour venir ouvrir ou fermer notre VCA. Voilà, donc à chaque fois que je relâche la touche, le son s'arrête directement et il n'y a pas d'enveloppe appliquée dans ce cas précis. Alors juste à côté de ça, eh bien, on trouve la section justement enveloppe, donc ADSR, Attack, Decay, Sustain et Release. Alors, on a des temps d'attaque qui sont assez longs, qui nous permettent vraiment d'envisager des pads ou des choses comme ça.
C'est quand même très joli, hein, quand on écoute la descente de ce timbre-là, de ce son. C'est très, très, très joli. Juste à côté de ça, fidèle à ce qu'on trouvait sur ou ce qu'on trouve d'ailleurs sur le Juno 60, eh bien, la section chorus a deux positions. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté, moi, et c'est pour ça que j'avais acheté d'ailleurs un JX3P et puis un Juno 2 également, parce qu'on pouvait régler la profondeur enfin, on peut régler la profondeur du chorus sur ces deux modèles que je viens de citer. En revanche, sur les autres Juno, eh bien, c'est des switches à position comme ça, donc un ou deux. On peut additionner les deux positions d'ailleurs. Mais on n'avait pas la possibilité de régler finement ce chorus. Donc c'est vrai qu'à l'époque où j'avais beaucoup de matériel, j'avais acheté les versions Juno 2 et JX3P. Pour moi, le JX3P, c'est un Juno. On me dira ce qu'on veut, mais c'est un Juno. Alors là, le son de chorus est quand même super convaincant. C'est magnifique. Voilà donc pour la section chorus, hein, effectivement, c'est vraiment le chorus, je pense, dans les synthés Juno et l'oscillateur aussi, qui ont fait le succès de ces synthétiseurs. Donc là, on a quelque chose de très très fidèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur Togut Audioline propose une version isolée du chorus. Donc on peut avoir un chorus tout seul, c'est gratuit, ça marche très bien et je l'ai beaucoup beaucoup utilisé. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous savez que j'adore les chorus, hein, littéralement. J'en ai testé énormément en version physique. Juste en dessous de la section DCO, on trouve un écran. Donc lui, on peut rien faire avec cet écran. On peut cliquer à droite, à gauche, il se passe absolument rien. Voilà, c'est un écran d'information. Voilà, on retrouve les valeurs des différentes tirettes et positions des boutons ici sur cet écran. Alors, juste en dessous de l'écran, on va pouvoir régler la polyphonie. Par défaut, on a 6 voix de polyphonie. On va pouvoir transposer notre clavier ici. Donc, par exemple, à l'octave inférieure. Alors ça, c'est bien parce qu'on ne peut pas régler la hauteur de notre DCO, vous voyez, comme c'est le cas sur beaucoup de synthés. En revanche, on va pouvoir régler la hauteur de notre clavier, donc voilà. Juste à côté de ça, on va trouver un bouton panique, donc si jamais on a un problème MIDI avec des notes qui sont bloquées ou quoi que ce soit d'autre, en cliquant sur panique, les notes s'arrêtent. Pourtant, quand on regarde le clavier en bas, eh bien, je les maintiens bien physiquement, mais avec panique, on va pouvoir arrêter les notes, donc c'est en cas de problème. Alors, juste à côté de ça, on va trouver la section LFO, qui, elle aussi, à mon avis, est un vrai marqueur de ce synthétiseur. Je dirais pas qu'on reconnaît le LFO, mais ce ne serait pas le même synthé si on n'avait pas ce LFO. Donc, la section LFO propose la première tirette ici, qui est une tirette de rate, donc de vitesse d'exécution du LFO. Alors, quand on regarde l'écran juste à côté, on voit que ici on utilise des divisions temporelles pour une raison simple, c'est que quand on regarde ce switch à 3 positions, il est positionné sur Sync ici, et donc effectivement, le LFO va se synchroniser au signal de MIDI, tout simplement, ou à notre station audio numérique de travail. Voilà, si je le mets en position free, eh bien effectivement, on a des valeurs qui sont exprimées en Hertz, ici. Juste à côté de ça, on va trouver quelque chose qu'on trouve beaucoup sur les synthés de l'époque. Je l'avais dit dans une vidéo précédente concernant le DCO 106, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment que tous les fabricants de synthés aient ça. C'est un retardateur pour le LFO. C'est très très utile parce que ça peut nous permettre de donner un tout petit peu de mouvement sur des sons de pad à la fin du temps ou à la fin du son de pad, par exemple sur la descente de ce son. Voilà donc pour cette tirette de retard de LFO. Moi, je trouve cet outil totalement indispensable dans certains cas. Voilà, donc juste après, hein, on en a parlé tout à l'heure succinctement, on a effectivement un switch à 3 positions qui nous permet de choisir ce qui va trigger le LFO. Dans sa position la plus haute, eh bien, c'est les notes qui vont retrigger le LFO. Dans la position du central free, eh bien, le LFO n'est pas trigué, il tourne librement. Et puis la position la plus basse, on l'a vu à l'instant, nous permet de régler la vitesse d'exécution du LFO et de la caler sur la station audio numérique de travail ou l'information MIDI qui entrera, par exemple. Voilà, donc juste à côté de ça, on va trouver la section qui nous permet de choisir la forme d'onde de notre LFO. Donc on a un menu déroulant avec 5 formes d'onde. Donc sinus pour commencer. Ensuite, triangle. Très proche du sinus. Dents de scie. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser pour faire des choses, par exemple des percus.
Voilà, forme donc de rectangle. Et puis random. Voilà. Alors avec manuel ici, le LFO sera trigger uniquement quand j'appuie sur LFO trigger ici. Voilà. Et donc avec INV ici, inverse, on va pouvoir inverser la forme d'onde de notre LFO, par exemple ici avec le triangle. Là, c'est la forme d'onde de base. Montant, et puis ici, je clique sur inverse, je vais inverser donc la forme d'onde de mon LFO. Voilà, voilà. Juste après la section LFO, on va trouver la section portamento. Donc il s'agit de lier les notes les unes aux autres, ou en tout cas de lier la hauteur des notes les unes aux autres. Donc on va pouvoir passer d'une note à une autre progressivement si on le souhaite. On a un switch à 3 positions ici, donc off évidemment on n'a pas de glissement de note à note. Avec la position centrale, eh bien les notes ne seront liées que si elles sont jouées legato. Vous voyez ? Et la position la plus haute me permet de lier les notes, même sur les notes qui sont jouées staccato. Vous voyez ? Tac, on va enlever un peu le... Je ne suis pas obligé de jouer legato de façon à avoir un effet de portamento. Voilà. On a la possibilité d'appliquer le portamento polyphoniquement. Ça donne des choses super originales. Voilà pour la section portamento. Juste à côté de ça, on va trouver donc vraiment au centre de l'interface, on trouve une section contrôle. Alors, la première tirette de cette fonction contrôle nous permet de régler le pitch bend et donc la profondeur du pitch bend. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce synthétiseur, c'est qu'en cliquant sur contrôle, on a la possibilité d'avoir un réglage très très fin, vous voyez, venir vraiment chercher l'unité. Et en cliquant sur shift, on va atteindre des valeurs fixes, ce qui peut être très pratique pour aller très vite. Par exemple, si je souhaite sélectionner mon pitch bend à 3 demi-tons, ici, et donc ça va me donner... On va enlever le portamento. La seconde tirette nous permet d'utiliser le pitch bend, mais pour venir moduler le filtre cette fois-ci. La tirette qui suit nous permet d'utiliser la vélocité de jeu pour régler la profondeur d'action de l'enveloppe. Voilà, et pareil avec cette tirette, mais cette fois-ci, ce sera pour le volume et également pour appliquer le MPE, donc un clavier qui est équipé de la fonction MPE. Quand on va cliquer ici, eh bien, on va pouvoir venir régler le volume de notre son. Alors, le premier bouton de la section arpégiator ici s'appelle Lock. Finalement, c'est un petit peu comme le MIDI Lock qu'on avait vu tout à l'heure. Ça nous permet de conserver les réglages d'arpégiateur et de passer d'un preset à l'autre sans changer l'arpégiateur. C'est quand même fort pratique. Alors, juste en dessous de ça, on va trouver un bouton de maintien de notre arpège. Vous voyez là, par exemple, si je joue un accord de Do majeur renversé et que je relâche les notes, eh bien, effectivement, l'arpégiateur s'arrête. Et avec la fonction de maintien, je peux relâcher les notes et effectivement, l'arpégiateur continuera de jouer. Avec External 16 ici, le canal MIDI 16 va nous permettre d'utiliser un clavier externe pour déclencher des arpèges. Fort pratique. Alors MIDI Clock ici va nous permettre d'utiliser une horloge MIDI pour synchroniser notre arpégiateur. Il va quand même falloir cliquer sur synchro pour ça. Voilà. Et en cliquant sur Host, effectivement, on va synchroniser notre LFO à la vitesse d'exécution de notre station numérique de travail. Juste à côté de ça, on va trouver effectivement deux boutons poussoirs. Le premier pour activer l'arpégiateur et le second, on l'a vu juste à l'instant, pour synchroniser à divers types d'événements notre arpégiateur ou l'exécution de celui-ci. Donc le switch à 3 positions ici nous permet de régler le mode d'exécution de notre arpégiateur. Donc up, vers le haut, up and down, donc vers le haut et vers le bas. Et le mode down. Voilà. Et on a un menu ici qui est un style de sous-mode de mode.
Et c'est vachement sympa parce que ça nous donne des choses très originales. Par exemple, si je sélectionne random ici, et puis down, ou autre chose d'ailleurs, on s'en fiche, on va obtenir des choses bizarres. Voilà, donc finalement une section arpégiateur qui est assez puissante, hein, voilà. Juste à côté de ça, on va trouver un switch à 3 positions pour régler l'étendue en octave de notre arpégiateur, ou de notre arpège pour être précis. La position la plus basse joue l'arpège sur la hauteur jouet. La position centrale va rajouter une octave supérieure à cette règle. Et la position la plus haute va rajouter 2 octaves à notre arpège. Voilà. La tirette de tempo ici, vous vous en doutez, nous permet de régler la vitesse d'exécution de notre arpégiateur. Donc ça va de 1 Hz à 25 Hz. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, hein, l'arpégiateur peut être synchronisé. Et à partir du moment où on va synchroniser l'arpégiateur, la tirette de tempo va nous permettre de choisir une subdivision de la cloque qui est utilisée par l'arpégiateur pour tourner. Juste en dessous et tout à fait à gauche, on va trouver la section qui s'appelle Master. Donc on va pouvoir régler le volume général de notre synthétiseur. On va pouvoir régler également l'accordage général de notre synthétiseur. Et on va pouvoir également transposer notre clavier. Voilà. À côté de ça, on trouve la molette de Pitch Bend. Elle, par nature, elle est déjà contrôlée par votre Pitch Bend physique, hein, si vous avez un contrôleur physique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la peine de l'affecter via MIDI Learn. En cliquant sur Hide Cab ou Show Cab, eh bien, on va pouvoir montrer ou pas notre clavier. Et on voit que quand on cache le clavier, on a l'écran qui prend beaucoup moins de place d'un seul coup. Voilà. Et le fait de cacher le clavier va masquer également la section Master. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce TAL Uno LX. On va regarder maintenant ce que j'utilise d'autre de chez Togut Audio Line. Voilà, donc je voulais vous montrer rapidement les outils que j'utilise de chez Togut Audio Line ou TAL Audio. Voilà, donc là par exemple, il y a un début de morceau un peu ambiante qu'on a pu entendre succinctement comme ça. Alors sur la première piste, on a le TAL Mode qui est un synthétiseur polyphonique du même éditeur, très très puissant, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est vraiment un outil de sound design ultra puissant. Juste à côté de ça, sur cette piste qu'on peut isoler d'ailleurs, hein, écoutez, je vais baisser le volume de façon à ce que ça gueule pas trop. Voilà, normalement ça devrait être bon avec le niveau de ma voix. Donc juste à côté de ça, j'y ai placé le TAL Dub, c'est un délai qui est super cool, qui sonne vraiment bien avec un circuit de distorsion, et voilà. Donc très très bon délai. Juste derrière, on va trouver le TAL DAC. Donc ça va être une réplique des transformateurs des différents sampleurs des années 80 et 90. Donc c'est les convertisseurs de ces sampleurs qui ont été modélisés et qu'on va pouvoir utiliser pour dégrader la qualité de notre piste. Voilà. Sur la piste d'à côté, j'utilise le TAL Bassline 101. Celui-là, donc c'est une réplique du SH101 de chez Roland. Voilà, super réplique, très jolie, très facile à utiliser, très belle interface. Voilà, je pense que vous le savez, hein, sur la chaîne Audioreal, je ne traite, je crois que je l'ai indiqué quelque part, mais je ne traite que des produits que j'ai aimés. Et donc voilà, si je montre quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mais bon, voilà, sur le TAL Bassline 101, on a quand même un synthé qui est un très très beau produit, qui sonne parfaitement bien et qui en plus est très facile à utiliser. Voilà. Donc ça fait partie des outils que je peux utiliser de chez cet éditeur. Et donc sur la dernière piste, on a déjà pu voir ça au début de la vidéo. Donc c'est le TAL Uno LX qui est utilisé et dont j'ai fait une review juste en début de vidéo.
Voilà, donc ça, c'est les instruments principaux que j'ai utilisés de chez eux. Il y a aussi le sampler qui est vraiment intéressant. C'est un vrai outil de sound design également. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le but de la vidéo, c'était surtout de présenter le Uno LX et puis de parler un petit peu de l'éditeur. Donc voilà, il y a ce sampler qui est ultra complet, très facile à utiliser. Encore une fois, on voit que l'interface est quand même relativement user-friendly. Voilà, voilà, donc ça, c'est le TAL Sampler que propose également l'éditeur. Alors, tous les outils payants de l'éditeur sont vraiment des tarifs très bas, hein. Vous pouvez aller voir, c'est impressionnant le prix bas que pratique, enfin les prix bas que pratique TAL Audio. Et il y a quand même énormément d'outils gratuits également, on va le voir, hein, je vais vous les montrer. Maintenant, voyons un petit peu les effets que je vais aussi utiliser euh, de chez Togut Audio Line. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a effectivement le délai qui est là, qui est super. Il y a 3 ou 4 séries de... Donc lui, le délai est payant, pardon. Il y a 3 ou 4 reverbs différentes qui sont gratuites, qui sonnent vraiment superbes. J'ai rien à dire là-dessus, ça sonne vraiment bien. Je vais vous les montrer, ils sont dans le VST2. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment les 2 ou 3 reverbs, je les ai, puis elles sont même dans mes collections, là, sur le truc de Ableton, parce que bah, c'est des choses que j'aime beaucoup, elles sont gratuites, sont super stables, j'ai jamais rencontré de problème avec ces trucs-là, donc voilà. Alors, quelque chose que j'ai installé juste pour le plaisir, c'est le TAL Vocoder, mais je vous avoue que là, pour le coup, j'ai pas du tout été convaincu. C'est un vieil outil, puis je l'ai installé juste pour faire cette vidéo et voir ce que ça donnait. Les reverbs, je vous l'ai dit, on en a plusieurs. Donc ça, c'est la nouvelle itération de la TAL Reverb 4. Ils ont refait un peu l'interface. Elle sonne vraiment superbement, mais vraiment superbement. J'adore. Même la section modulation qui rajoute un peu du chorus et tout, c'est vraiment super beau. L'égalisation, c'est bien vu. La gestion séparée du dry et du wet, moi euh, j'ai toujours adoré ça, pardon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Il y en a d'autres, hein. Il y a des reverbs qui marchent bien avec des drums également. Voilà, alors ces reverbs sont gratuites et vous pouvez y aller. Franchement, elles sonnent d'enfer. Bon, alors là, pour le coup, ouais, moi j'ai des pédales qui sont tellement chaleureuses et que j'aime tellement que, bon, là, pour phaser un son, je vais plutôt utiliser mes outils hardware. Mais enfin bon, ça existe. Il est là. Et il sonne pas mal, hein, comme le reste de toute façon de la ligne de produits de chez l'éditeur. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Maintenant, je l'utilise moins parce que, bon, encore une fois, j'utilise beaucoup de pédales. Mais c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé, notamment dans mes productions qui ont été commercialisées sur des hi-hats, voilà, essentiellement, beaucoup, vraiment beaucoup. Alors j'en parlais dans le début de cette vidéo sur le Uno LX. L'éditeur propose également une version isolée du chorus qu'il a mis justement dans le Uno LX. Super bien. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et que je continue d'utiliser quand j'ai pas envie d'allumer mon set de machine. Voilà, parce qu'il sonne vraiment superbement bien. Et un dernier outil que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas encore utilisé, c'est pas des outils que j'utilise beaucoup, qui est un Beat Crusher. Voilà. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des outils que j'utilise de chez Togut Audio Line ou Togut Software ou TAL Audio. Donc voilà, une ligne d'outils fort pratique à utiliser, qui sonne vraiment bien, très léger en ressources processeurs, donc sur votre CPU, ça c'est quand même vachement pratique. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. On a donc vu dans le détail le TAL Uno LX, et puis on a vu les différents outils gratuits et payants, mais fort peu chers, de chez l'éditeur que j'utilise, je dirais pas quotidiennement, mais en tout cas fréquemment. Écoutez, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était pas trop le bordel, et je vous dis à très bientôt.